Il est 8h31. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Et c'est l'heure de retrouver notre invité de la matinale. Je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui nous recevons Éric Laurent. Il est référent, alors Renaissance ou NREM, on va en dire un petit mot tout à l'heure, pour les Côtes d'Armor. Il a fait la route depuis le Trégor, je crois, jusqu'à notre studio. Je l'en remercie, étant donné un peu les conditions de circulation. Bonjour. Oui, bonjour Stéphane. Alors, on va parler de Renaissance, ce nouveau parti politique, volonté d'Emmanuel Macron, du président de la République, d'avoir une certaine cohésion. Alors, est-ce qu'on prépare déjà la suite ? Alors, avec La République En Marche, créée en 2016 par Emmanuel Macron, nous avons connu 2 succès à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron élu en 2017, réélu en 2022. Et au service de ces élections, il y avait La République En Marche qui a été un dispositif, un moyen, un mouvement, parce que nous ne sommes pas un parti politique aujourd'hui, mais un mouvement, qui a accompagné Emmanuel Macron dans sa quête de la présidence de la République, avec succès les 2 fois. En 2027, Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter, puisque la limitation, c'est 2 mandats président de la République. Nous avons engagé une transformation de La République En Marche en Renaissance. Ça a été annoncé il y a quelques mois. Et nous sommes là dans la phase de cette transformation. Il y a quelques jours, nous étions 500 cadres du mouvement, toujours de La République En Marche, mais avec nos camarades de Territoire de Progrès et Agir, la droite constructive. Nous étions 500 cadres de cette majorité présidentielle sous la bannière Renaissance, réunis à Metz pour échanger, discuter, travailler principalement sur les valeurs que nous portons et qui vont donc accompagner La République En Marche vers Renaissance. Dans le courant de la semaine, nous allons procéder à un vote puisqu'il y a de nouveaux statuts et il y a une convention, un congrès de Renaissance qui s'ouvrira samedi après-midi cette semaine, juste à l'issue de ces élections. Je voulais ajouter un mot, c'est que nous avons eu un été studieux en Côtes d'Armor, mais dans tous les départements pour les équipes de La République En Marche. C'est-à-dire que ça a été le moment pour nous de faire le bilan. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 2016 ? Qu'est-ce qui s'est bien passé et qu'est-ce qui s'est moins bien passé ? Et il y a des choses qui sont remontées et donc à Metz, ça a été aussi l'occasion d'échanger sur tous ces sujets et d'avoir les pistes de progrès qui se dégagent et qui permettent de passer d'un mouvement politique. Demain, Renaissance sera un parti politique. Un parti politique. Voilà pour le point d'étape où nous en sommes. Et j'ajouterais simplement qu'à Metz, oui, nous avons travaillé notamment sur un corpus de valeurs que nous partageons et que nous partagerons l'ensemble des adhérents de Renaissance et des sympathisants, puisqu'il nous semble essentiel que d'abord il y ait les idées avant qu'il y ait la transformation. Donc les idées, ça a été le corpus de valeurs qu'on a décliné en une douzaine d'éléments essentiels, de marqueurs très forts. On pourra en parler de quelques-uns de ces marqueurs, je pourrais en citer quelques-uns, mais qui font corps et qui sont quelque part nos droits et nos devoirs dans le parti, mais aussi dans la République dans laquelle nous vivons. Alors, Éric Laurent, il y a eu beaucoup de turbulences, alors pour La République En Marche, jusqu'à présent, beaucoup de turbulences. On l'a vu aussi à un niveau plus élevé, au niveau de la gouvernance du président de la République, qui a été quand même fortement chahuté. On lui reproche beaucoup de choses. Alors, on ne va pas tout énumérer, mais enfin, il y a eu ces périodes de crise. On a reproché au président de la République une forme de privation de liberté. On pense au Covid-19. Aujourd'hui, on arrive dans une crise économique. Alors tout le monde s'accorde pour dire que le président de la République travaille pour que cette crise économique soit la moins ressentie par les Français. Mais en entendant l'opposition, on s'aperçoit finalement que ça ne suffit pas. Est-ce que ce nouveau parti Renaissance va devoir peser, va devoir expliquer ses idées ? Et puis, pourquoi pas, vous le disiez Éric Laurent, on va les égrener, ces idées, peut-être pas toutes, mais les grands axes. Alors, Renaissance aura effectivement un rôle de parti politique. La République En Marche était un mouvement qui a principalement vécu au moment des élections présidentielles, législatives,
Non pas que nous ayons été en sommeil après, mais il y avait la gouvernance nationale de La République En Marche, et puis les territoires. Et sur les territoires, nous avons une dizaine de comités, par exemple en Côte-d'Armor, qui ont vécu et qui ont été créés au moment de la naissance de La République En Marche, qui ont vécu tout au long de ces années, et qui ont été aussi, dans lesquels il y a quelque part de la créativité, de l'innovation et générateur d'idées. Par contre, bon, le mouvement s'est pas toujours saisi de toutes les idées qui pouvaient remonter du terrain. Et, il y avait une petite déconnexion, on en parle beaucoup de cette déconnexion entre le terrain et les politiques. Oui, et je crois que ça va au-delà du militant ou de l'adhérent à un parti politique. Aujourd'hui, on dit d'un côté, enfin, si je prends un raccourci, si je prends ce que disent les oppositions, mais quelque part, ils ont un comportement qui est peut-être un peu le même, de dire d'un côté, il y a les élites et de l'autre côté, il y a les autres. Nous, on a eu un dialogue permanent avec notre gouvernance, avec nos élus, nos représentants nationaux dans le mouvement. Mais En Marche, qui était une grosse machine à idées, voilà, on avait besoin de passer une étape supplémentaire. Alors ce que vous citiez, En Marche va se transformer en parti politique, un parti qui est ancré dans la majorité, qui est solidaire du gouvernement, qui accompagne Emmanuel Macron, puisque nous considérons que nous sommes un parti de progrès. On ne nie pas la science. On ne nie pas la science. On s'appuie sur la science. Le progrès doit s'appuyer sur la science, mais dans les corpus de valeurs que je pourrais vous citer, on va accompagner le gouvernement et on sera un parti qui va être beaucoup plus territorial, beaucoup plus ancré dans les territoires et qui va pousser des idées, parce que des idées, il en faut, des initiatives, il en faut. Alors, sur les grands marqueurs que nous avons décidés, que nous avons élaborés pour le parti, bien sûr, sans surprise, il y a la République, l'Europe. On va parler de la crise économique, puisque vous m'avez posé la question, je vais y revenir après. Mais la crise économique, elle frappe toute l'Europe, et il y a des réponses qui sont différenciées, et il y a des réponses collectives au niveau de l'Europe, mais aussi la liberté qui nous est chère, quand on remonte dans notre histoire, liberté, égalité, fraternité, la liberté nous est chère, la laïcité. La laïcité, qui aujourd'hui est un axe important. Et puis j'ajouterais le travail, l'écologie. L'écologie est un des sujets majeurs sur lesquels le gouvernement est attendu, sur lesquels... On a reproché d'ailleurs à Emmanuel Macron, pardonnez-moi je vous coupe, mais on a reproché à Emmanuel Macron, au gouvernement en règle générale, de ne pas assez appuyer justement sur l'écologie. Alors, moi je crois que c'est un faux reproche, et on a une opposition qui s'oppose systématiquement. Quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il a arrêté Notre-Dame-des-Landes, il a arrêté un projet d'orpaillage en Guyane, voilà, de recherche d'or, la montagne d'or. Il a arrêté le projet Europa City, qui était un immense centre commercial à construire sur des terrains agricoles. Et puis on a fait l'année dernière la loi climat et résilience, avec la disparition progressive des logements de catégories d'isolation. Enfin, c'était tout à fait adapté. Il sera impossible de les louer progressivement dans les années futures, les logements, les FGE, et puis progressivement ça redescendra. Alors FGE, pour nos auditeurs, c'est la qualité. Le diagnostic qualité thermique du logement. Et donc ces logements qui sont des passoires thermiques vont être progressivement interdits à la location. Donc les propriétaires devront faire des efforts. D'un côté, améliorer le logement, améliorer l'isolation, c'est bon pour la facture énergétique. Et là on va revenir à la crise économique, peut-être par ce biais, si je peux me permettre. Et puis, c'est bon pour la santé des occupants et le confort des occupants. Alors oui, nous traversons une crise économique, et quand je disais que dans le corpus de nos valeurs, de nos engagements, de notre sensibilité, on y retrouve l'Europe. Emmanuel Macron a été pendant 6 mois le président en titre de l'Union européenne. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces 6 mois ? Un certain nombre de choses, mais une chose majeure qu'on n'avait pas vue depuis 1945, c'est-à-dire une guerre au centre de l'Europe. Et cette guerre a déstabilisé profondément les mécanismes énergétiques en Europe. Si je dois prendre un exemple, nos amis allemands,
ils ont supprimé progressivement le nucléaire, et ils utilisent énormément de gaz naturel, et où est-ce qu'ils achètent le gaz naturel? Ils l'achètent en Russie. La France achète une partie de son gaz naturel en Russie, mais elle en achetait en Europe du Nord, elle en achetait en Méditerranée du Nord, auprès de l'Algérie, voilà, historiquement, et puis en fait venir d'autres pays du monde par bateau. On a 3 terminals méthaniers, il y en a un qui est en cours d'augmentation sur le Havre, parce que voilà, on va avoir besoin. Et donc l'Europe a fait face à une envolée des coûts de l'énergie, qui a... Cette envolée, elle a une répercussion sur tout, parce que toute entreprise qui fabrique un produit, elle a besoin pour sa transformation d'énergie. Et puis, le client consommateur chez lui, pour se chauffer, il a besoin de cette énergie. Aujourd'hui, on voit les inquiétudes des plus précaires, entre autres, qui disent on a notre facture qui double, qui triple parfois. Alors, c'est vrai que ça inquiète. Et ces coupures d'électricité... peut-être prévu. Elisabeth Borne, la Première ministre, a dit, voilà, on peut éventuellement cet hiver avoir des coupures. Je rajoute, car je crois que vous avez eu quelques responsabilités au sein d'Enedis, alors vous connaissez bien la problématique énergétique. Et les mécanismes. Et les mécanismes. En plus, pas de chance, nos réacteurs nucléaires aujourd'hui, pour quelques-uns, enfin pour beaucoup même d'ailleurs, sont à l'arrêt pour des questions de maintenance ou de travaux effectués. Tout ça, on a entendu parfois dans la presse des voix qui disaient « Ah oui, mais alors on aurait pu prévoir, on pouvait prévoir ». Alors, je crois que déjà, enfin, tous ceux qui disent « on aurait pu prévoir et il faut tout prévoir », quelque chose, on vit dans un monde qui bouge en permanence et prévoir tout est très compliqué. Par contre, s'adapter, et s'adapter rapidement à une situation qui change, c'est vraiment ce que pratique le gouvernement. Sur les coûts de l'énergie, si le gouvernement n'avait pas agi, l'envolée des factures serait un doublement, voire plus, du prix de l'électricité et du gaz. C'est Bruno Le Maire qui le disait encore cette semaine. Si le gouvernement n'avait rien fait, pour un ménage classique, en 2023, au 1er janvier, c'est plus 120 € sur la facture d'électricité par mois et plus 130 ou 140 sur la facture de gaz. Les mécanismes qui ont été mis en place permettent de bloquer le coût du gaz et le coût de l'électricité, ce qu'a fait très rapidement le gouvernement. Mais regardez aussi pour nos besoins de déplacement, nous avons des véhicules qui consomment encore une énergie carbonée. Le moins 18 centimes à la pompe est devenu un moins 30 centimes. Et c'est 26 milliards d'euros que le gouvernement a engagé sans monter d'imposition, sans aller chercher de l'argent, sans charge supplémentaire dans le budget de l'État. C'est une dépense supplémentaire dans le budget de l'État de 26 milliards pour tenir cette facture énergétique et bloquer ces prix de l'énergie et faire que nos concitoyens ne soient pas touchés par une évolution non contrôlée des prix de l'énergie. Ceci dit, Bruno Le Maire a également ajouté qu'on tiendrait les 5%, ces fameux 5%, pour ne pas dépasser le taux d'endettement de la France. Oui. Et il y aura des sacrifices à faire, forcément. Il y aura des ajustements à faire. Il n'est pas question de monter les impôts. Depuis que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, les gouvernements qui se sont succédés, les 3 gouvernements, les 2 premiers du quinquennat et celui qui est en place, on a eu de cesse de restituer de l'argent à nos concitoyens. Je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron avait pris pour engagement de supprimer la taxe d'habitation. Ça a été fait, on l'a oublié. On l'a oublié. Aujourd'hui, cette année, seuls les contribuables aux plus hauts revenus payent encore une petite partie, un tiers de leur taxe d'habitation, et c'est la dernière année. Cette année, le gouvernement d'Emmanuel Macron a supprimé la redevance audiovisuelle. C'était un engagement qui était pris dans la campagne électorale. C'est ce qui fait des vagues d'ailleurs. C'est ce qui fait des vagues. Nos confrères de la radio et de la télévision publique. Oui, tout à fait. Mais le président et le gouvernement se sont engagés à ce qu'il y ait en face une ligne de financement pour le service public de l'audiovisuel. C'est normal, c'est normal. Mais par contre, il considérait que la taxe de 138 € qui était prise en même temps que l'impôt sur le revenu était une taxe qu'on pouvait supprimer et avec des recettes budgétaires supplémentaires, puisqu'on a une reprise économique. Je rappelle qu'on a créé plus d'1 million d'emplois, qu'il y a une reprise économique, qu'on devrait avoir encore 2,5% de croissance en 2022, malgré une situation très tendue. Eh bien, cette croissance, ce sont des rentrées supplémentaires dans les caisses de l'État, ce qui permet d'un côté, ce que je disais, les 26 milliards de boucliers tarifaires énergétiques, mais aussi les 20 milliards de la loi pouvoir d'achat.
l'augmentation des retraites de 4%, mais aussi des minima sociaux, des allocations familiales, qui avaient augmenté pour certains depuis le début de l'année, mais la loi pouvoir d'achat du 16 août fait progresser le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et ça, ce sont des actes forts que pose le gouvernement au service de l'ensemble de la nation. Est-ce qu'il faut faire plus? Parce qu'on entend justement les oppositions qui disent oui, mais les plus précaires resteront plus précaires, peut-être plus encore. Voilà, il y a cette crise. On va revenir d'ailleurs à cette guerre en Ukraine qui a ses impacts un peu partout en Europe. D'ailleurs, vous parliez d'énergie. De l'autre côté de la Manche, où en ce moment on a d'autres préoccupations avec la disparition de la reine Elisabeth II, eh bien on entend quand même encore et toujours des voix pour s'élever contre le côté très cher de l'énergie là-bas, beaucoup plus cher qu'ici sur le continent. Eh ben, il y a de nombreux pays en Europe qui payent cash aujourd'hui l'énergie, où les gouvernements n'ont pas pris de dispositifs permettant de limiter cette envolée des cours de l'énergie. Alors, il y a un moment où, enfin, il y a une vision commune de l'Europe sur laquelle il va falloir retravailler, notamment sur la construction des prix de l'électricité. Je reviens juste un instant sur la remarque que vous faisiez tout à l'heure, notre situation énergétique électrique, notamment en France. La France a 54 réacteurs nucléaires. Il y en a une trentaine qui sont à l'arrêt aujourd'hui pour plusieurs raisons. Première raison, c'est de la maintenance, puisque la maintenance, c'est ce qui permet de faire fonctionner correctement le reste du temps un dispositif, un équipement industriel. Et puis aussi des constats de vieillissement sur des circuits de refroidissement qui sont en cours de traitement. Et on fait complètement confiance à EDF pour mener à bien les travaux de maintenance qui étaient prévus. On en fait beaucoup au printemps et en été parce qu'il y a moins de besoins électriques. Et donc pour que progressivement les réacteurs soient remis en service. Et puis il y a eu la canicule, je vous coupe, pardonnez-moi encore, mais il y a eu la canicule qui n'a pas arrangé les affaires. Il y a eu la canicule qui n'a pas arrangé les affaires. Il y avait eu en 2020 et 2021 la crise Covid qui a perturbé toutes les entreprises qui travaillaient, des plans de maintenance qui ont dû être étalés, décalés, modifiés. Et donc tout ça en 2022, on se recale là-dessus. Maintenant, quel hiver on aura, on ne sait pas. On ne sait pas. On a eu un hiver doux l'année 2021-2022. Jusqu'à présent, on n'a pas d'indication sur le niveau de froid de l'hiver. Mais en tout cas, ce que a dit Elisabeth Borne, ce que fait le gouvernement avec EDF et RTE, mais aussi Enedis, bien sûr, c'est d'imaginer toutes les situations qui pourraient se développer. Et donc, s'il y a des situations de tension, et faire en sorte que déjà des gros consommateurs, des gros industriels se déconnectent, ça existe de tout temps. C'est quelque chose qu'on pratique. On est prêt à le faire tous les ans. Sur la base du volontariat. Sur la base du volontariat et d'encouragement tarifaire pour certains industriels qui, à un moment, vont pouvoir effacer leur production et la reprendre un petit peu plus tard quand l'électricité est plus abondante. Eh bien, ces situations-là, elles existent. Il existait aussi des tarifs réglementés de vente qui favorisaient de l'effacement, de la limitation de consommation. Bref, tous ces sujets-là, ils sont sur la table aujourd'hui, ils sont en discussion, ils sont en instruction pour faire en sorte que, quoi qu'il se passe au cours de l'hiver à venir, nous puissions au maximum alimenter les entreprises et nos concitoyens en électricité, et ça de manière durable. Voilà. Après, il faut se préparer aussi à ce qui est éventuellement une situation de crise. Face à une situation de crise, s'il y a un déséquilibre entre la demande et la production, il y a un système qui s'appelle le délestage, qui fonctionne en cas d'aléa sur le réseau. La dernière fois que ça a fonctionné, c'était au milieu des années 2010, quelque part comme ça. Il y avait eu un délestage, mais c'était un problème qui venait d'Allemagne et qui avait enclenché une difficulté, ce qu'on appelle sur la fréquence. Ça a désynchronisé et la France avait coupé une partie et on avait délesté. Après, en cas de froid,
on pratique du délestage tournant, c'est-à-dire qu'on arrête l'alimentation dans certains secteurs pendant 2 heures, puis on la remet et on fait la même chose un petit peu plus loin, dans des secteurs qui impactent le moins possible des clients dits prioritaires. Voilà. Donc on se prépare à toutes les éventualités. La première des priorités, c'est de faire en sorte que le maximum de disponibilité du parc de production nucléaire et aussi les outils additionnels, turbines à gaz, les 2 centrales en charbon qui restent en France, qui ont été arrêtées, qui sont mises en sommeil mais qui peuvent fonctionner, puissent temporairement apporter de l'électricité à nos concitoyens. Voilà, les choses sont sur la table, les choses sont instruites, et notre objectif, l'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que nos concitoyens puissent bénéficier d'alimentation électrique et aussi d'une électricité à prix modéré avec toutes les actions qui ont été menées. Il y a aussi une grande inquiétude, ce sont les rayons des magasins. Aujourd'hui, il y a l'inflation qui est là, inflation forte, on dit qu'elle va continuer à augmenter, un petit peu suivant les aléas de cette guerre en Ukraine, qui aujourd'hui prend un autre tournant, il faut bien le dire. Est-ce que là aussi, il va falloir des réponses fortes pour que l'on puisse continuer à se nourrir normalement et à ne manquer de rien ? Déjà, la loi pouvoir d'achat, 20 milliards, c'est une réponse immédiate qu'a apporté le gouvernement. Il va de soi que si les difficultés perdurent, on prendra d'autres dispositions si nécessaire. En attendant aussi, vous l'évoquiez tout à l'heure, les personnes en situation plus précaire, nous, il y a un objectif sur lequel on travaille, c'est 2027, le plein emploi. Le plein emploi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne en situation de travailler, qui veut travailler, est capable de trouver un emploi qui lui corresponde. Alors peut-être que les compétences qu'elle a aujourd'hui ne sont pas celles qui sont attendues sur le marché de l'emploi, mais il y a un sujet qui est la formation. D'ailleurs, le président de la République est aujourd'hui, je crois, en Vendée, pour parler, alors là on est sur de la formation initiale, mais notamment dans les lycées professionnels où il y a une réforme, mais il y a aussi tout l'accompagnement des salariés au cours de la vie professionnelle. Les métiers de demain, ils n'existent pas la plupart aujourd'hui. Bon, alors des métiers industriels, certes, des métiers d'informatique. Il y a pénurie de salariés dans tous les domaines. Domaine technique, dans le commerce, alors pour d'autres raisons très certainement, dans la restauration. Ici, on a un département qui accueille quand même pas mal de monde au moment des congés, et sur toutes les villes côtières, et même en Centre-Bretagne où on voit, il est difficile de trouver des salariés dans la restauration, dans l'hôtellerie. Alors il y a des conditions qu'il faut peut-être revoir, d'organisation, de fonctionnement, de rémunération, bref. Mais il y a des emplois disponibles, et en face, on n'a pas forcément les compétences et les personnes formées. Donc il faut rapprocher les deux. L'objectif 2027, c'est plein emploi. Alors plein emploi, c'est quoi? C'est entre 3 et 5% de chômage. Aujourd'hui, on est un peu plus de 7%. Je le disais, on a une croissance 2022 qui devrait être de 2,5%. Donc c'est encore positif. Et une des réponses aux situations difficiles, c'est de faire en sorte que chaque personne puisse avoir un travail, avoir son émancipation par le travail et être rémunéré à sa juste valeur. Voilà. Alors, il y a ces réformes des retraites, qui fait quelques vagues, il faut bien le voir. Et puis, il y a cette réforme justement de l'assurance chômage aussi, où les propos d'Olivier Dussopt ont un petit peu choqué. Voilà. Est-ce qu'il va quand même falloir être très prudent sur ces réformes ? Ces réformes, elles nécessitent de la concertation. Vous citiez la réforme des retraites. Il y avait encore un rapport du comité d'orientation des retraites qui vient de sortir là, hier ou aujourd'hui. Il y a une concertation. Ça avait fait l'objet d'une première concertation en 2019-2020, et puis les choses s'est arrêtées dans tout cet espace de Covid, et le gouvernement a travaillé sur le quoi qu'il en coûte pour sauver l'économie. Et il faut savoir reconnaître aujourd'hui que notre économie, elle fonctionne, et elle fonctionne plutôt bien. Donc il y a les retraites, c'est un sujet qui viendra en temps utile, 2022 ou 2023, mais par la concertation. L'assurance chômage, il y a eu une première, des premières choses qui ont été faites au cours du premier quinquennat. La volonté, je vous dis, c'est d'aller vers
le plein emploi en 2027, mais aussi dans le cadre de l'évolution de la réforme ou de la transformation de l'assurance chômage, d'aller vers les maisons France Travail, oui, France quelque Travail. part, où on réunisse toutes les conditions pour que l'indemnisation, la formation auprès des demandeurs d'emploi, on les accompagne correctement, et puis faire en sorte que chacun puisse travailler. Après, dans un moment où il y a de l'emploi, il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui restent sur le bord de la route, donc il faut travailler ces sujets-là. Et dans un moment où il y a moins d'emplois, l'État est là, le gouvernement est là pour aider à passer ces moments qui sont parfois plus difficiles. Il nous reste une petite poignée de secondes. Je voulais vous entendre sur les personnalités que l'on croise, si vous me permettez le terme, à Renaissance. Bruno Le Maire, oui. Amélie de Montchanin, Gérald Darmanin, Bérangère Couillard, oui. Olivier Dussopt, Franck Riester, Aurore Berger. Voilà, je ne vais pas tous les citer. Mais on sent qu'il y a des tempéraments. Ah, il y a des tempéraments, il y a surtout beaucoup de qualité et d'engagement. Aurore Berger est une jeune femme qui est la responsable de notre groupe La République En Marche, demain Renaissance, à l'Assemblée nationale. Bruno Le Maire est un ministre de l'économie de grande qualité, je crois de grande qualité, qui pousse les dossiers, qui accompagne les dossiers comme il le faut, et qui a un talent pour exprimer les choses. Je crois qu'il sait les dire avec simplicité et précision. Olivier Dussopt, qui est à la tête de Territoire de Progrès, est un ministre aussi de grande qualité. Franck Riester aussi. Effectivement, si je sous-entends la question derrière, dire voilà, il y a des gens, on a à Renaissance des gens de talent, oui, que ce soit dans la gouvernance, et parmi les ministres et aussi parmi nos adhérents, membres, sympathisants, voilà, il y a du talent à tous les étages de Renaissance. Par contre, on a un objectif, c'est 2024. 2024, les élections européennes, nous sommes très attachés à l'Europe. Donc, voilà, on se met en ligne, on travaille pour 2024, on va transformer, on n'a pas trop parlé du territoire, mais on va transformer sur le territoire, on aura l'occasion d'en reparler quand on aura... Voilà, 2024... Après, on verra, il sera temps de réfléchir à un nom de candidat pour Renaissance à l'élection présidentielle de 2027. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est le travail au service des Français. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va se quitter. Éric Laurent, on a un petit peu dépassé l'horaire qui nous était imparti, comme l'on dit. Je rappelle que vous êtes référent Renaissance, on oubliait l'REM, pour les Côtes d'Armor. Et puis, évidemment, vous reviendrez, on parlera des territoires. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Merci d'avoir été avec nous en direct au micro de la matinale et belle journée. Merci à vous et belle journée aussi. Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon.